Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire. Je m'appelle Maxime et je serai votre coordinateur aujourd'hui et pour les prochaines sessions de webinaire à venir. On est très content de vous avoir avec nous, avec Charlotte et Dan. Pour rappel, qu'est-ce que l'accélérateur du numérique? L'accélérateur du numérique, c'est un programme lancé par Amazon France qui propose 4 formats éducatifs: la formation personnalisée en ligne, les webinaires, les bootcamps et le coaching. Et ce programme de formation couvre différents sujets. Ça va de la création d'entreprise à la logistique, en passant par le marketing et l'intelligence artificielle. Et il est développé avec le soutien de plusieurs experts en leur domaine. N'hésitez pas à utiliser le chat et à poser vos questions tout au long de la présentation. On pourra s'interrompre pour y répondre. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à poser la question. Et bien sûr, on gardera les 15 minutes de la fin pour une session questions-réponses dédiée. Le webinaire sera bien entendu disponible en replay. N'hésitez pas à interagir par le chat. Et sur ce, je laisse la main à Charlotte pour présenter French Tech avec qui nous organisons ce webinaire. Merci beaucoup Maxime, merci pour l'invitation. On est ravis d'être associés à cette série de webinaires organisée avec l'accélérateur du numérique duquel on est partenaire depuis 1 an. Moi, pour vous en dire un petit peu plus, je m'occupe de la French Tech Grand Paris, qui est une association de start-up franciliennes labellisée dans le cadre de la French Tech dont vous avez sûrement entendu parler, qui est en fait cette mission du gouvernement qui a été créée pour rassembler les start-up françaises et valoriser, les aider à se développer dans divers secteurs, notamment celui de l'IA. Notre rôle en tant que Capital French Tech et en tant que French Tech Grand Paris, c'est d'animer une communauté, donc un peu comme l'accélérateur du numérique, d'apporter de la valeur aux entrepreneurs en leur proposant des mises en relation, des événements comme celui-ci, de la visibilité et puis plus globalement de les aider dans leur recherche de financement et de recrutement également. On s'organise via différents événements, des contenus aussi qu'on essaye de diffuser pour apporter le plus de valeur sur des sujets vraiment transverses, même si on sait qu'en général, les questions qu'on a le plus souvent, c'est sur du financement, sur du recrutement et sur de la visibilité. C'est à peu près les 3 sujets qui tournent. On opère également différents programmes. On a le programme French Tech Central et on est présent à Station F. Ce programme permet d'avoir en fait des rendez-vous de mentoring avec différents services publics. Donc, si vous avez des questions sur la création de votre boîte, avec l'URSSAF, la CCI, etc., n'hésitez pas. Et puis, pour ce webinaire-là en particulier, cet événement fait partie de la Paris AI Week, qui est en fait un ensemble d'événements labellisés autour de l'écosystème IA, où on essaye de montrer un peu toutes les opportunités business qui existent dans l'intelligence artificielle, tous les métiers qui sont représentés. Et voilà, on essaye de créer un itinéraire sur 2 semaines pour toute personne qui serait intéressée par l'IA et qui aurait envie d'échanger avec ses pairs sur une technologie qui est vraiment centrale pour le coup et un focus pour la French Tech. Et du coup, on est ravis de pouvoir accueillir Dame, qui est cofondateur et CDO, donc Chief Data Officer et Head of CSR, donc Corporate Social Responsibility, de la boîte 22. Je te laisserai la présenter, qui est lauréate du coup Deepnum 20, qui a été annoncé il n'y a pas longtemps et qui est vraiment un des fleurons de l'écosystème tech français. Et sur ce, je te passe la parole, Dame. Merci pour ta présence. Merci à vous pour l'invitation et merci de rappeler qu'on est Deepnum 20. C'est vrai que c'est toujours plaisant d'être valorisé. Et je sais que la French Tech, c'est aussi l'objectif, c'est de valoriser, comme tu l'as dit, toutes les entreprises françaises et dans la tech, sachant qu'on est bien placé, la France, dans la tech, donc on a aussi de la chance pour ça. Donc, merci aussi à tous les participants qui vont m'écouter pendant cette petite heure et les questions. Comme a dit Maxime, il ne faut vraiment pas hésiter à poser des questions et interagir avec moi s'il y a quoi que ce soit. Comment je vais faire un peu ce webinaire avec vous aujourd'hui? Je vais présenter la 22 en une synthèse pour que vous compreniez qui on est et pourquoi on fait de l'IA et comment on fait de l'IA chez nous. Je vais parler un peu plus globalement de ce qu'est l'IA et pour ça, je vais parler de cas d'utilisation qu'on a pu avoir nous et de cas concrets, comment des entreprises ont justement soit pensé ou repensé leur stratégie justement pour intégrer l'IA. Qu'est-ce qui les amène à cette réflexion aussi? Parce que l'IA ne veut pas dire qu'il faut forcément l'intégrer, il faut toujours se poser les bonnes questions. Moi, je suis Dame Mulem, donc je suis cofondateur avec William Eldin, qui est le CEO de l'entreprise. 22, c'est une société qui existe depuis 2015, encore plus avant, parce qu'on a fait plein d'autres choses aussi dans notre vie. Mais depuis 2015, on s'est concentré sur l'intelligence artificielle dans le domaine de la vision par ordinateur.
On existe donc depuis 7 ans. On est éditeur de logiciels, c'est-à-dire qu'on développe des softwares, logiciels, peu importe comment on le dit, français, anglais, je sais que c'est toujours des débats, encore plus en France, on aime bien utiliser les mots anglais. On conçoit des logiciels qui permettent aux entreprises d'intégrer de l'IA. On a commencé l'entreprise en faisant du service, c'est-à-dire qu'on était là pour répondre à des problématiques que des départements d'innovation ou même de la R&D de certaines entreprises, petites ou grandes entreprises, parce qu'ils avaient des besoins, ou ils avaient besoin d'analyser ou de voir les capacités, les possibilités qu'on pouvait avoir avec la IA en vision par ordinateur. Donc, depuis 2015, on est assez fort, on a eu énormément, on va dire, de compétences. On s'est enrichi énormément de savoir et c'est depuis je vais dire 3 ans maintenant qu'on a pris une direction produit. C'est-à-dire qu'on ne fait plus du service, donc on ne répond plus à une demande, à un besoin spécifique, mais riche de notre savoir, on a vu qu'est-ce qu'on devait mettre en place pour aider les entreprises à intégrer ce type d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, notre produit, on a un brevet qui est déposé en plus, donc on est assez fiers quand on arrive à faire des choses qui ont un impact fort et qui ont une vraie valeur. On ne peut pas juste se dire, il faut qu'on intègre de l'IA. On s'est posé les questions sur si on veut intégrer de l'IA, qu'est-ce qu'il faut pour qu'une entreprise puisse le faire? Et en fait, le 22, on a notre logiciel qui s'appelle Core, donc qui est le cœur du système, permet, et je vais expliquer pourquoi on fait de la caméra, mais permet de centraliser et d'optimiser tous les flux qu'on peut recevoir dans un seul endroit pour optimiser ce qu'on appelle la puissance de calcul, puisqu'il faut qu'il y ait des ordinateurs qui réfléchissent à tout ça pour en ressortir de la donnée utile. Parce que l'IA, elle est utilisée en informatique, mais ce qui en ressort et ce qu'on utilise toujours, c'est de la data. C'est-à-dire, on ne veut pas juste une caméra qui va regarder, on veut qu'elle nous donne des informations. Ces informations, ça va être de la valeur. Donc, c'est si je prends un cas tout simple de n'importe où, je veux pouvoir compter. On peut, avec une caméra, voir, détecter les humains dans une certaine zone et pouvoir justement les compter efficacement ou pas. Ça dépend, il y a des problématiques qu'on peut rencontrer et aider ainsi de suite. Pourquoi on fait de la vision par ordinateur? Je vais rentrer plus en détail dans le logiciel. Pourquoi on fait de la vision par ordinateur? Parce que nous, en tant qu'êtres humains, toutes les recherches qui ont été faites, ils ont pu démontrer que environ 70% des connaissances que nous, en tant qu'êtres humains, on a pu acquérir vient de nos yeux. Donc, notre capacité à regarder, comprendre, interpréter le monde qui nous entoure. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a voulu se concentrer par la vision par ordinateur. L'intelligence artificielle, ça existe depuis des années et des années et des années. Quasiment toutes les entreprises, ou même nous, à titre personnel, on utilise de l'intelligence artificielle au quotidien. La vision par ordinateur, je ne vais pas dire qu'on l'utilise tous aujourd'hui, mais avec les filtres Instagram, je vais prendre cet exemple-là qui est très marquant pour à peu près le monde entier. C'est un des premiers cas d'utilisation qu'on peut voir aujourd'hui. Alors, ça paraît bête et simple parce que nous, on voit juste un filtre sur notre visage, mais ça a été fait parce que des millions de personnes se sont filmées et que des entreprises ont utilisé ces images-là pour apprendre à reconnaître les particularités d'un visage, pour être capable après de coller, on va dire, sur nos têtes des filtres. La vision par ordinateur, on la retrouve principalement dans la robotique depuis très longtemps, donc que ce soit dans les industries, les usines, dans plein de cas concrets. Il y a des entreprises, même en France, qui font des robots, par exemple, pour aider les pompiers. On peut avoir de la vision par ordinateur pour les guider et ainsi de suite. On le voit dans les drones qu'on peut avoir en particulier, qui peuvent stabiliser. On le voit dans la réalité augmentée ou réalité virtuelle, pour ceux qui connaissent ces sujets-là. C'est la vision par ordinateur qui a permis à ces objets de pouvoir comprendre l'environnement et pouvoir se placer dans l'environnement. La data qu'on fait chez nous, donc l'analyse en vision par ordinateur, elle nous permet, nous, aujourd'hui, dans plein de cas concrets, de pouvoir aider l'humain. Notre objectif chez 22, et c'est comme ça qu'on pense les choses et j'espère que toutes les entreprises ont un peu notre vision, on n'est pas là pour remplacer l'humain, pas du tout. On a une vraie valeur éthique et morale envers notre communauté humaine. C'est vraiment pour se dire quelles sont les tâches répétitives non valorisantes pour nous que la vision par ordinateur peut nous apporter et à quel moment ou à
à quel point cette analyse peut permettre à nous, en tant que personnes, donc en fonction de nos rôles, peut nous aider dans nos tâches, pour nous concentrer sur la décision ou les actions. Pardon. Je vais prendre un cas concret qu'on aime beaucoup, parce qu'il y a plein d'intérêts dans plein de sujets, mais on a pu travailler avec les aéroports, par exemple, et comme ça, je rentre un peu dans un cas concret d'utilisation de l'IA. Les aéroports en France, alors c'est un marché public, donc vous pourrez même trouver des informations sur Internet. Je peux communiquer sur ce genre d'informations. La problématique, c'est le départ et le retard des avions. Je pense qu'on est beaucoup dans le monde à avoir subi des retards dans les avions. Parfois, c'est quelques minutes, parfois, c'est quelques heures, parfois, on doit descendre de l'avion et prendre un autre avion. Enfin, il y a ce genre de problématiques. Et c'est toujours une suite logique en fait, d'événements qui se sont passés qui arrivent au résultat où l'avion ne décolle pas à l'heure. Même s'il y a plein d'analyses qui sont faites, puisqu'on est capable de savoir combien de passagers ont embarqué, à quelle heure doit arriver l'avion, parce qu'il vient d'une autre destination et partir, ce qu'on ne sait jamais, c'est ce qui se passe en temps réel et comment, puisqu'il y a beaucoup d'actions humaines, c'est-à-dire que c'est très organique, donc c'est-à-dire qu'il n'y a jamais une action qui est pareille qu'une autre. Là où on a pu nous faire on a eu des résultats très concluants avec eux, c'est qu'on a pu comprendre, donc analyser ce qui se passait sur le tarmac, donc sur le parking des avions. Je fais une petite analogie pour comprendre, mais l'IA fonctionne toujours avec de la donnée. Ce qu'on appelle le machine learning, c'est qu'on apprend aux machines. Les algorithmes donc, qui font l'IA, c'est une suite d'instructions, comme nous, on pourrait avoir en mathématiques des suites d'instructions, n'importe lesquelles, je ne vais pas citer tout de suite, mais cette logique nous permet de dire, si nous, on a acquis de la connaissance, on est capable de comprendre et on est capable d'en sortir des conclusions. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'avec les caméras qui étaient déjà en place sur les parkings des avions, on a appris à nos machines à reconnaître ce qui se passe. Donc, quand l'avion arrive, quand l'avion est arrêté, quand on vient apporter les bagages, quand les passagers montent dans l'avion, est-ce que les cales sous les roues sont bien arrivées? Est-ce que les kérosènes qu'on a mis dans l'avion arrivent bien? Combien de temps il doit arriver? J'ai appris beaucoup de choses parce qu'on ne connaît pas tout en tant qu'humain. J'ai appris, par exemple, si on veut faire un Paris-San Francisco, il faut mettre du kérosène pendant 1 heure dans l'avion. Donc, c'est ce genre d'informations qu'on ne connaît pas. Nous, on a l'habitude de faire le plein avec notre voiture et ça va assez vite. Mais c'est toutes ces informations-là d'analyse qui fait que, tiens, si je sais que l'avion doit faire un Paris-San Francisco, je sais que l'analyse, donc la vision par ordinateur, doit me dire le camion pour le kérosène est arrivé, il est branché, il est connecté à l'avion et pendant 1 heure, je dois m'assurer qu'il est là. Si ça met plus longtemps ou moins longtemps, je saurais remonter une information en temps réel pour dire mes caméras ont vu que le kérosène est bon, donc le timing, donc les actions qu'on va avoir pour l'avion pour partir, ça va être bon. Et en fait, c'est en faisant toutes ces analyses, en comprenant tout ce qui se passe, donc l'apprentissage qu'on va faire, on va collecter plein d'images de ces cas-là, apprendre à nos machines et elles pourront nous ressortir ces informations-là. Ce qu'on a pu faire, nous, dans ce cas-là, c'est qu'on a pu prédire le départ de certains avions. Donc, on a pu anticiper des minutes, des dizaines de minutes ou 30 minutes à l'avance, tiens, cet avion va être en retard. Et l'impact, pour ça, ça a été de dire, quand un avion est en retard, il faut prévenir le contrôle aérien le plus vite possible pour qu'il puisse prévoir un moment où je peux rentrer dans les couloirs aériens et pas d'avoir d'impact. Les impacts, ça va être les amendes des compagnies aériennes, donc ce qui peut coûter énormément d'argent à beaucoup de gens, le trafic aérien qui peut être congestionné, on sait qu'il y a déjà trop de trafic, donc si on peut optimiser tout ça en avance, c'est toujours bien. Et comment on est arrivé les aéroports à ce point-là, c'est qu'ils se sont dit, on n'a pas de maîtrise aujourd'hui, enfin, je ne sais pas si le mot est bien utilisé, ils maîtrisent très bien les sujets, mais on n'a pas de connaissances assez enrichies pour se dire comment je peux anticiper justement ce départ d'avion. Parce qu'il y a peut-être des dizaines, cinquantaines de personnes qui sont sur le tarmac en train de régler tout ce qu'il faut, le ménage et ainsi de suite. Donc la vision par ordinateur, là, plutôt que d'avoir des humains qui vont regarder tout en continu toute la journée, bah, la caméra peut nous aider et laisser justement les actions humaines se dire, tiens, bah, j'ai anticipé un retard, je vais pouvoir moi en tant que responsable prévenir le contrôle aérien, prévenir la compagnie aérienne et ainsi de suite. C'est dans ce cas-là que la stratégie en tout cas a été repensée pour les aéroports, c'est de se dire,
est-ce que des nouveaux capteurs, est-ce qu'une nouvelle capacité d'intelligence artificielle, donc ça veut dire des choses pré-réglées et automatisées, peuvent nous aider à mieux comprendre ce qui se passe? Ça, c'est des cas très concrets qui peuvent arriver et qui sont bien connus dans ce domaine-là. Si je prends un cas encore extrême, donc je passe de tout à rien, mais comme ça peut permettre de s'imaginer des choses. On peut avoir des cas où dans les entreprises, Maxime, tu veux me dire quelque chose? Yes, on a une question de Hugues qui peut-être pourra intéresser pas mal de nos participants. Est-ce que tu as donné l'exemple donc dans l'aviation, est-ce que l'intelligence artificielle peut être utilisée dans tous les domaines, par toutes les entreprises, et est-ce qu'il ne faut pas une certaine taille pour que ce soit vraiment efficace? C'est une très bonne question. L'IA peut être partout. Pourquoi? Parce qu'on utilise déjà de l'informatique dans quasiment tous les types d'entreprises. On voit même dans l'art, et tu vois, je pars à l'extrême, parce que tu parlais de musique tout à l'heure, l'intelligence artificielle aujourd'hui, avec ce qu'on appelle les Stable Diffusion ou pas mal d'autres systèmes, permettent de générer des images. Aujourd'hui, on peut créer un tableau Picasso avec notre propre tête. On peut générer de la musique et ainsi de suite. Dans l'aéroportuaire, on peut. Dans l'automobile, c'est déjà utilisé depuis très longtemps, puisque tous les robots qui automatisent ont des capteurs pour vérifier. Amazon, je prends cet exemple parce qu'Amazon est partie intégrante de ce webinaire, c'est utilisé depuis très longtemps avec la robotique pour tout ce qui est colis, que ce soit pour vérifier la taille des colis, l'optimisation et ainsi de suite. Donc oui, on peut retrouver l'IA partout. Par contre, l'IA en vision par ordinateur, peut-être pas. L'IA en robotique, peut-être pas. Mais par contre, l'intelligence artificielle, donc cette chose qui dit que je peux avoir de la donnée pour enrichir de la connaissance et avoir des suites automatisables pour m'aider dans mon quotidien, oui, ça complètement. Et du coup, j'espère avoir répondu à la question. Et du coup, je vais parler des entrepôts, par exemple. Il n'y a pas forcément toujours un besoin de performance avec l'IA. L'IA, elle est là pour aider. Et je vais prendre ce cas concret parce que c'est des sujets qu'on nous a remontés, donc fort de notre expérience. Dans les hôpitaux, il n'y a pas des caméras partout, mais on sait qu'il y a des problématiques parce qu'ils sont sous-effectifs, malheureusement. Les caméras pourraient aider pour dire, tiens, cette personne, elle attend depuis tant de temps. Tiens, il y a un brancard dans le couloir, elle attend depuis tant de temps. Est-ce qu'il n'y a pas une action à privilégier? Et ainsi de suite dans la capacité des docteurs ou internes à intervenir. Dans les entreprises qui travaillent 24 heures sur 24, parce qu'il y en a beaucoup, il y en a qui travaillent la nuit, le soir et ainsi de suite, il y a des choses où on nous demande comment on peut aider les travailleurs isolés. Les travailleurs isolés, c'est les personnes qui travaillent seules dans les usines, qui peuvent avoir un accident. S'ils ont un accident, personne n'est au courant s'il n'y a pas quelqu'un qui est derrière une caméra en train de regarder toutes les caméras de l'entrepôt, par exemple. La vision par ordinateur, nous, on est capable de détecter une personne qui tombe. Donc, c'est-à-dire qu'on peut remonter très vite une alerte pour aider à apporter de l'assistance. Il y a eu le cas, alors il y a des problématiques de RGPD, de confidentialité qui peuvent être impactées, mais on nous a déjà demandé si c'était possible, par exemple, je perds les mots, dans les hospices, les maisons de retraite, il y a beaucoup d'accidents de personnes âgées qui tombent, pareil, et souvent on ne le voit pas tout de suite parce qu'ils sont dans leur chambre. Donc il y a une vraie question éthique et morale sur est-ce que je peux mettre une caméra dans une chambre, mais en même temps, il y a des choses qui permettent aujourd'hui de ne pas utiliser parce qu'on peut cacher complètement, on peut faire en sorte que les images ne soient jamais vues par personne, mais que l'IA puisse agir et dire attention, dans telle chambre, une personne est tombée, il faut aller l'aider. Parce qu'on sait que aider à ce niveau-là peut avoir un impact positif. On a eu la chance, et je reprends pareil un autre cas qu'on aime beaucoup, on a eu la chance de travailler avec les pompiers. On n'est pas les seuls en France, il y a plein de sociétés qui aident les pompiers et hôpitaux et ainsi de suite, parce qu'on nous a demandé est-ce qu'on a la capacité avec la vision par ordinateur de détecter le feu. Pourquoi? Parce que chaque minute compte quand il y a un incendie. Ça peut avoir des dommages collatéraux qui sont énormes. Alors, je ne vais pas parler des feux de forêt, qui est un sujet très complexe. Et même pour nous, on est sur ces sujets-là, on échange énormément. Et avec d'autres entreprises qui font aussi de l'IA, il y a des sujets très complexes de disposition. Est-ce qu'on peut mettre des caméras n'importe où? Mais dans les villes, par exemple, ou dans les entreprises,
ça peut être très intéressant de détecter peut-être en amont, parce qu'il y a des capteurs de fumée, de dioxyde qui sont présents, mais qui peuvent parfois mettre du temps. Est-ce que si le feu il est isolé ou à un autre endroit, peut-être que la caméra peut le voir et aider encore une fois à donner plus d'informations ou conforter l'information. Je refais un parallèle à l'humain parce qu'il est très important chez nous. Si j'avais que mes yeux pour voir, comprendre et analyser tout ce qui se passe, je ne pourrais jamais être sûr à 100%. C'est-à-dire que si on me montre une table en bois, on peut me le dire, je peux le voir, mais je ne sais pas si c'est du plastique en fait avec du contreplaqué et en fait c'est pas du bois. Le toucher me permet en plus de la vision de conforter et d'être sûr à 100%. Bah, c'est un peu la même chose qu'on peut avoir dans l'IA, c'est qu'on pourrait avoir des capteurs de dioxyde et capteurs de vision qui pourront conforter. C'est-à-dire que ce n'est pas juste ma poêle parce que j'ai fait cramer quelque chose parce que je n'ai pas fait attention, mais ça pourra conforter ce qu'il y a une flamme qui est associée et ainsi de suite. On nous a demandé par exemple, est-ce que c'était possible dans les endroits où il y a plein de sprinklers, donc vous savez les choses qui sont au plafond et c'est justement qui jettent de l'eau s'il y a quoi que ce soit, s'il y a un incendie, est-ce que la vision peut aussi permettre, quand les secours doivent arriver dans un entrepôt ou dans une entreprise, être capable du coup de donner l'information aux pompiers, tiens, il y a encore 20 personnes qui sont dans les bâtiments et situées dans telle zone. Parce que sinon, il faudrait qu'un humain, alors il y a des sites qui font des milliers et des milliers de mètres carrés, il faudrait qu'un humain puisse se balader et aller voir et donner cette information. Donc, la vision par ordinateur a un vrai pouvoir d'aide au quotidien dans ces cas-là. Donc, c'est vraiment, ça peut être vraiment, comment dire, intéressant dans ces cas d'utilisation. Je vais parler des villes parce que c'est encore un autre sujet. La vidéo, alors ce qu'ils appellent la vidéoprotection, c'est un terme qu'on n'aime pas beaucoup chez nous, mais c'est un terme qui est utilisé, donc il faut l'utiliser. Les caméras qui ont été mises dans nos villes aujourd'hui, elles ont été utilisées justement pour la vidéoprotection, ce qu'ils appellent la sécurité. Dans l'absolu, on est beaucoup d'humains sur Terre, donc pourquoi pas. Nous, notre point de vue, et quand on discute avec certaines collectivités, c'est qu'ils veulent aller plus loin avec ces caméras-là. Est-ce qu'on peut mieux comprendre nos villes? Est-ce qu'on peut mieux comprendre le trafic? Parce que s'il faut mettre des câbles au sol dans toutes les rues pour connaître combien de voitures passent, pourquoi les typologies, c'est difficile parfois de le savoir. Des villes nous demandent, est-ce qu'on peut compter le nombre de poids lourds qui passent? Parce qu'il y a peut-être un impact, que ce soit sur la pollution, sur le trafic congestionné qu'il peut y avoir dans les villes. Est-ce que ça ne peut pas être optimisé? Mais pour l'optimiser, il faut comprendre. Donc, l'IA peut aussi permettre, pas forcément au quotidien, mais permettre à des instants T aussi de comprendre. Tiens, comment fonctionne ma ville? Est-ce que si je dois optimiser, je ne sais pas, un axe principal, est-ce que je peux optimiser le trafic et du coup être capable de rerouter et de comprendre mieux ce qui se passe? Ça peut être pour compter les trottinettes, ça peut être pour optimiser. C'est là où nous, on a. Alors, je suis responsable RSE en plus, donc j'ai un impact et on essaie toujours d'aller plus loin. Mais est-ce qu'on ne peut pas, avec la vision par ordinateur, et c'est les tests qu'on réalise avec certaines villes en ce moment, optimiser l'éclairage dans les villes? On sait que beaucoup de gens se plaignent dans notre monde sur la pollution lumineuse qu'il y a dans nos villes. Est-ce qu'avec la vision par ordinateur, on ne peut pas se permettre de détecter s'il y a des véhicules ou des piétons et du coup d'optimiser l'éclairage, d'allumer que quand il le faut ou d'anticiper parce qu'on aurait fait assez de machine learning pour connaître les tendances et à ce moment-là éclairer. Ça peut être des gains énergétiques qui sont conséquents et quand on voit les derniers mouvements qu'il y a eu et les derniers problèmes dans notre monde sur le coût de l'électricité et ce qu'il peut y avoir, bah, ça peut être des solutions qu'on peut apporter. On essaye aussi, par exemple, avec les déchets, parce qu'on sait qu'encore une fois, on est beaucoup d'humains. Il y a beaucoup de déchets, on jette énormément de choses. Est-ce qu'on ne peut pas optimiser quand on voit que des gens jettent des déchets dans la rue, parce qu'il y a aussi des gens qui ne font pas attention à nos collectivités, optimiser et automatiser les ramassages. Parce que sinon, on est toujours obligé d'attendre qu'une personne voit quelque chose, qu'une personne prévienne quelqu'un, alors que la vision par ordinateur, ce serait un peu comme une extension, c'est un peu les nouveaux outils. Avant, on avait le marteau et grâce au marteau, on a construit un monde entier. Bah, la vision, c'est un nouvel outil qui nous permet aujourd'hui d'optimiser et de mieux comprendre tout ce qui se passe autour de nous. Et pourquoi je parle des villes aussi? Parce que c'est bien de parler d'axes positifs et on essaye nous de toujours avoir cette vision-là. Il y a des vraies questions après RGPD, de s'assurer qu'on n'utilise pas les données personnelles des gens.
Je fais une petite aparté sur ça parce que c'est très important et nous, on a à cœur d'en parler. Le big data, donc qui est de l'IA, parce qu'il y a du traitement algorithmique qui est fait derrière, ça a été le fait de collecter des données personnelles. Alors même si des gens ont donné l'accès, hein, bien évidemment, parfois on ne sait pas toujours qu'on donne l'accès à des informations quand on va sur un site internet ou quand on se connecte, je ne vais pas citer de nom, mais à certaines applications. Il y a du positif et aussi du négatif. On est capable, grâce à ça, d'avoir des choses très ciblées et qui correspondent à une majorité des gens, mais il y a aussi des gens qui ne veulent pas que leurs données personnelles puissent fuiter. Parce qu'Internet est très large et il y a énormément de communication qui sort. Avec la vision par ordinateur, on a la même problématique. On travaille étroitement avec la CNIL et on s'assure d'aller dans le bon sens, parce qu'il faut bien faire les choses, que ce soit quand on collecte des données ou quand on traite la donnée, de s'assurer de l'anonymisation des données. Nous, avec le logiciel qu'on a développé chez 22, et j'espère que toutes les personnes qui font de l'IA pensent la même chose, c'est qu'on se dit qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire éthiquement pour respecter la vie privée des gens. Parce que nous, on ne fait pas de reconnaissance faciale, par exemple, chez 22. Alors, on a la capacité de le faire, on a les connaissances, mais on ne le fait pas parce qu'on ne veut pas être responsable de la collecte ou de récupérer de la donnée personnelle. On fait ce qu'on appelle de la pseudonymisation, c'est-à-dire qu'on peut flouter, même avant traitement, les informations. On ne stocke pas de données, par exemple, chez nous. Les données images ou vidéos ne sont pas stockées du tout. Notre but, ce n'est pas de collecter de la donnée personnelle, mais de récupérer des statistiques ou de la donnée. Une ville voudra savoir combien de camions sont passés ici ou combien de personnes, mais pas qui sont les personnes. Et ça, c'est important parce qu'il faut toujours se poser la bonne question de pourquoi on l'utilise. Quand on parle de repenser sa stratégie pour intégrer l'IA, peut-être que sur certains d'entre vous qui sont présents se disent tiens, la vision de l'ordinateur, effectivement, peut peut-être m'aider là ou là. Il faut toujours se poser la question, alors soit avec le DPO, donc le Digital Protection Officer, Data Protection Officer, pardon, dans les entreprises, c'est quelles données on va utiliser, dans quel contexte. Il faut faire ce qu'on appelle des analyses d'impact, donc AIPD, c'est l'acronyme, c'est-à-dire si je traite de la donnée, dans quel contexte je le fais, comment sont stockées mes données, quelle est l'utilisation finale de ce que je vais faire. Nous, à chaque fois qu'on crée un projet ou qu'un de nos clients utilise notre produit, on a toujours ce sujet-là qui revient. Est-ce que c'est bien utilisé? Est-ce que le contexte est respecté? Est-ce qu'on est vis-à-vis de la loi? Parce qu'on est quand même dans un cadre juridique. Le but, c'est que tout le monde s'entende et que tout fonctionne ensemble. Donc, les lois sont faites pour être revues. Hein. C'est aussi à ça que ça sert d'avancer sur ces sujets d'innovation. Et on est de la deep tech, donc c'est-à-dire qu'on vient des labos pour justement apporter ces connaissances le plus rapidement possible. Donc, c'est toujours important de se poser les questions légales de l'utilisation qu'on en fait. Un peu comme dans une entreprise, si on ajoute un nouveau logiciel, où sont stockées nos données? Est-ce que c'est sur des serveurs étrangers, français? Est-ce qu'on respecte justement les réglementations qui ont été faites autour de ça? Maxime? Oui, on a une question. On a une question d'Aurel qui demande, qui dit, étant donné que l'intelligence artificielle est totalement programmée par une entreprise ou une personne tierce, est-ce que c'est vraiment bien de faire confiance aux données que ça peut générer? C'est un long débat dans l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on est sur des IA qu'on appelle supervisées, c'est-à-dire qu'il y a toujours un humain qui a codé, qui a choisi ce qui allait se passer, et c'est un humain qui a choisi la donnée qu'il allait utiliser. Est-ce qu'on peut faire confiance à l'IA? C'est un très beau sujet. Je pense que ça pourrait être une thèse où on pourrait retrouver dans plein de labos. C'est des sujets qui reviennent souvent. Et je vais même faire de la relation parce qu'on parle des cas d'utilisation. Les voitures autonomes qui utilisent que de la vision par ordinateur. Donc, il y a d'autres capteurs aussi, mais c'est principalement de la vision par ordinateur. Il y a des vraies questions aujourd'hui de, comment on pourrait dire, est-ce que j'ai confiance en la voiture qui conduit tout seul? Est-ce que s'il y a un accident, qui est le responsable? Donc, on en revient toujours à cette finalité, à comment ça peut être utilisé. Le but n'est pas de faire confiance de manière aveugle. Et comme je l'ai dit au début, en tout cas, c'est notre vision chez 22, l'IA, elle est faite pour nous aider, pas pour répondre à notre place. Est-ce qu'on peut faire confiance à un tableau Excel? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut faire confiance à une formule mathématique qui a été faite par quelqu'un? Est-ce qu'elle est dans le bon contexte? Est-ce que c'est le résultat que je veux avoir? Pour nous, l'IA, elle est faite pour conforter.
C'est-à-dire que si à 70%, je suis capable de prédire le départ des avions, ben c'est 70% de plus que j'avais pas avant. Et en fait, c'est ça qui est le plus important. C'est comment, en fait, on avance. Peut-être que demain, on aura des IA, ça existe un petit peu dans certains domaines, mais des IA vraiment non supervisées ou des IA auxquelles on fera entièrement confiance. La robotique, quand elle est maîtrisée à 100%, on lui fait confiance. Si je prends les chaînes de montage des véhicules dans les entrepôts, oui, on leur fait confiance. Elles sont automatisées, pré-réglées, et c'est tellement sur un papier à musique, quand on dit, qu'en fait, ça ne va pas détourner. Par contre, si on est sur de l'IA qui analyse, comme nous en vision par ordinateur, on ne lui demande pas de répondre à notre place, mais on va lui demander de nous aider dans notre tâche du quotidien. Si je prends le big data, il y a des règles mathématiques pour savoir est-ce qu'il y a un pourcentage de personnes de plus de 50 ans ou moins de 50 ans qui se connectent. Ce sera fiable à la hauteur des données qu'on a eues. Je vais poser la question dans l'autre sens. Est-ce que je peux avoir confiance en une personne, en un humain? Je ne sais pas. Parce que si je parle à une personne qui n'a pas les mêmes connaissances ou les connaissances enrichies dans un domaine dans lequel j'ai besoin d'avoir des réponses, bah peut-être que sa réponse me satisfera ou sera réelle à 80% ou même 20%. Donc, il ne faut pas se satisfaire à 100% d'une machine, il faut qu'elle nous aide au quotidien. Est-ce que je peux faire confiance à un marteau? Peut-être que l'embout va lâcher, que le bout de bois va casser. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est une très bonne question et c'est un débat, je pense, qui va perdurer. Et merci beaucoup. Et on a une deuxième question de Thomas sur la reconnaissance faciale, puisque tu en parlais tout à l'heure. En termes d'intelligence artificielle éthique, est-ce que cette technologie peut aider des personnes ayant un handicap moteur et ou de mémoire, en sachant que, en notant quand même que les personnes âgées n'arrivent pas forcément à se souvenir des codes d'accès à des applications. Donc, est-ce que l'intelligence artificielle peut aider à ce niveau-là? On a tous vu Retour vers le futur, qui est la science-fiction a toujours un pas d'avance. Il regarde toujours ce qui existe dans le monde scientifique et souvent on se rend compte de l'impact des années après. Il y a beaucoup de choses qui se réalisent, d'autres pas du tout. Oui, je pense que la reconnaissance faciale peut avoir un impact très fort et positif. On est tous contents de démarrer notre téléphone sans faire un code maintenant. Il y a des entreprises où la reconnaissance faciale est indispensable. Pour passer la douane, enfin comment on appelle ça? Dans les aéroports, les espaces, il y a la reconnaissance faciale qui est utilisée aujourd'hui. Je pense que c'est un très bon cas d'utilisation dans l'IA en vision par ordinateur. Il faut juste maîtriser son usage. Oui, dans des cas maîtrisés où les données ne sortent pas dans un hospice ou dans sa propre maison, il n'y a aucun problème. L'utiliser dans la rue, ça aujourd'hui, c'est un débat et potentiellement une vraie problématique. Pourquoi? Parce que ça veut dire que n'importe qui pourrait l'utiliser. Donc, ça veut dire qu'il faut le réglementer, le maîtriser. C'est un peu comme on a des rôles admin, super admin, utilisateur, viewer, éditeur. On connaît hein, dans nos documents qu'on a tous les jours. Bah, c'est un peu la même chose. C'est à qui est la responsabilité, quelle est la finalité et qu'est-ce qu'on va en faire de ça. Il y a des entreprises qui nous ont demandé est-ce qu'on peut le faire? Oui, mais il faut que ce soit cadré. Les données, elles doivent être au même endroit. Elles ne doivent pas être sur des serveurs qui bougent partout et que n'importe qui puisse y aller. Et il y a aussi d'autres avantages, c'est que l'IA, elle fonctionnera toujours bien dans un endroit maîtrisé à 100%. Quand c'est quelque chose qui n'est pas maîtrisé à 100% dans son contexte, dans son environnement, ça peut moins bien fonctionner. Je vais reparler de la confiance de tout à l'heure. Ce que je veux dire par là, c'est qu'imaginez que si on faisait de la reconnaissance faciale sur les milliards, je crois qu'on a dépassé les 8 milliards là, il n'y a pas longtemps, sur 8 milliards d'individus, l'IA se trompera. Je vous le certifie à 2000%. Par contre, si on fait de la reconnaissance faciale sur 100 personnes qui sont maîtrisées, on va plus être sur de la comparaison en plus de la reconnaissance faciale. Donc, on aura des meilleurs résultats. Pourquoi ça marche bien dans nos téléphones? Parce qu'il apprend que nous. Donc, il cherche que nous quand il doit déverrouiller notre téléphone. Et il ne cherche pas dans une base de 8 milliards de personnes. Donc, voilà comment la reconnaissance faciale, pour moi, peut avoir un impact. Et oui, oui, ça peut complètement aider des typologies de personnes qui ont des handicaps ou pas. On le voit, hein, on pourrait parler de ça pour les personnes qui sont malvoyantes, des personnes qui ont été amputées. Enfin, il peut y avoir plein de cas d'utilisation où ça peut avoir un impact fort. Merci. J'espère bien avoir répondu à la question. Du coup, pardon, je parlais de réglementation. C'est important, en tout cas, dans une entreprise, si on veut intégrer de l'IA, qui a un DPO.
rien de ce qu'on fait chez nous ne passe pas aux mains du légal ou de notre DPO. Tout est questionné. Et ça dépend vraiment du cas d'utilisation. Si je suis dans une entreprise privée fermée, ça peut être complètement réglementé, bien maîtrisé. Par contre, il peut y avoir des cas, et je vais reparler par exemple des chaînes d'automatisation ou de montage ou de kitting, enfin peu importe, la vision par ordinateur peut avoir un impact fort, mais peut-être que le délégué du personnel ou les CSE seront opposés parce que les employés n'ont pas envie d'être filmés, ce qui est dans l'absolu, ce qui peut être complètement normal. Et comment on le maîtrise? Qu'est-ce qu'on en fait? C'est là où il faut toujours du coup se poser ces questions. Est-ce qu'il y a un impact? Est-ce qu'on va apporter plus de choses négatives au sein de l'entreprise ou plus de choses positives? Est-ce que je vais aider finalement mes collaborateurs à mieux travailler avec ça? Ou est-ce que ça va plus être un frein pour eux? Donc, il n'y a pas que la partie technique ou technologique qu'il faut se poser en question avec l'IA, c'est aussi toute la partie éthique. On a même des comités éthiques internes et externes chez nous, on a même une charte éthique publique que vous pouvez même consulter si vous avez des questions. Il y en a certaines entreprises qui le font. Nous, on pense que c'est important. Et j'ai parlé de films tout à l'heure. La science-fiction a fait que tout le monde a peur de l'IA aujourd'hui. On imagine tous l'IA qui prend le contrôle, l'IA qui nous supervise, les robots qui se baladent dans la rue. Quand je vois Boston Dynamics qui fait le chien robot, qui a fait peur à tout le monde. Mais en même temps, ces derniers temps, ils commencent à le commercialiser. Quand on voit dans quel cas ou contexte ils peuvent l'utiliser, il y a des cas d'application extraordinaires. Quand nous, on parle avec les pompiers et des entreprises qui font des robots en France, c'est génial de se dire qu'on peut aider, parce que ça a une force surhumaine, ou aider ou aller dans des endroits où nous, on ne peut pas aller, où des capteurs ne peuvent pas aller, où des typologies de caméras ne peuvent pas aller. Bah, la robotique peut y aller, et avec les caméras. Donc, il y a toutes ces questions quand même qu'il faut se poser au quotidien sur l'impact qu'on peut avoir en utilisant ces technologies-là. Et comme je disais, l'IA, elle est présente depuis tellement longtemps qu'il faut surtout se demander, est-ce que la vision a un impact pour mon métier? Si je prends le cinéma, aujourd'hui, l'IA est utilisée en vision par ordinateur pour bien traquer quand on n'a pas d'opérateur ou pour automatiser les mouvements de caméra. C'est fait pour les concerts, c'est fait pour les lives, c'est fait pour les plateaux télé. Si je prends même les shows télévisés, il y a de l'IA qui est partout, en réalité augmentée, avec le fond, avec le détourage des personnes. Donc, le cas d'utilisation, il est partout, partout, partout. Je ne sais plus du coup, j'ai parlé de plein de cas d'utilisation. Je vais reparler d'un cas parce que je parlais du feu tout à l'heure et de comment conforter. On a travaillé avec par exemple les usines de recyclage parce qu'il y avait une problématique. C'était les gens qui jettent des choses à la poubelle. Jusque-là, tout va bien. Ça va dans les entrepôts où on fait du tri ou de la collecte de déchets. Jusque-là, tout va bien. Mais il y a encore beaucoup de personnes qui jettent n'importe quoi dans nos poubelles. Parce que soit il n'y a pas de tri sélectif, soit parce que les gens ne font pas attention, parce que ça arrive de ne pas faire attention, on ne va pas accabler tout le monde. Mais ce qui se passe, c'est que dans les entrepôts, il y a énormément de feux, de départs de feu dans les déchets. Parce qu'on a jeté des piles, parce qu'on a acheté une batterie, on n'a pas fait attention, et puis c'est compacté, et ça prend feu. Les problématiques qu'ils avaient dans ces cas-là, c'était comment je peux savoir qu'il y a un départ de feu? Parce qu'ils avaient des caméras thermiques, sauf que les engins de chantier ou d'autres choses génèrent aussi de la chaleur. Donc, comment on fait la distinction avec même des caméras thermiques pour savoir est-ce que c'est un feu ou est-ce que c'est un moteur? Dans ce genre de cas, la vision par ordinateur, nous, on est venu aider pour dire, on a catégorisé justement ce qu'on doit détecter et du coup, on est capable de faire la différence entre des engins de chantier et un feu dans les caméras thermiques. Ce qui fait que du coup, on a pu conforter, parce qu'on parlait de confiance tout à l'heure, du coup, on a un indice de confiance supérieur et élevé pour qu'il puisse intervenir plus vite dans ce genre de cas. Donc, l'impact qu'on peut avoir est toujours positif. Peut-être que parfois, il va être positif 6 mois et puis après, ce sera sur une autre technologie. Puis peut-être que plus tard, ce sera une nouvelle technologie où la vision reviendra. Mais on reste toujours dans ces cas-là. Pardon, excuse-moi, quand je parle beaucoup, forcément. Donc, voilà un petit peu tout ce qu'on peut faire avec la vision par ordinateur. Comme je disais en introduction, le deep learning, parce que nous, on est vraiment sur cette approche-là. Donc, en fait, c'est les apprentissages profonds. Donc, on ne fait pas que du machine learning. On a une donnée qui ressort un résultat. C'est qu'on va laisser la machine interpréter et nous donner des résultats. Ces apprentissages-là
ça fait, on va dire, une bonne dizaine d'années qu'on peut vraiment l'utiliser, c'est-à-dire que c'est vraiment dans nos mains. Et c'est seulement depuis quelques années à peine qu'on peut commencer à déployer ces solutions-là. Parce que intégrer de l'IA, avoir une bonne réflexion, on se dit, OK, je peux intégrer de l'IA, il y a du sens, mais après, comment je l'intègre? Il faut se poser les questions, est-ce qu'on a les personnes compétentes en interne pour le faire? Donc, comme on le disait, juridiquement, il faut des DPO ou du légal. Est-ce que j'ai des ingénieurs qui vont faire de l'IA chez moi ou est-ce que je veux une solution que j'apporte? Nous, quand on s'est posé ces questions-là, notre objectif, c'est que l'IA soit transparente, qu'elle pas une boîte noire cachée et que ça s'intègre facilement. Quand nous, on a développé notre logiciel, c'était pour que les villes ou entreprises qui ont des VMS, donc c'est des Video Managing Systems, ils branchent notre logiciel, ça récupère les flux, ils disent ce qu'ils aimeraient bien détecter dans quel contexte, et ça va leur ressortir des résultats sous forme de dashboard ou via une API pour remonter l'information pour peut-être connecter à un appareil à eux, parce qu'on peut avoir des petits boîtiers sur nous, ou remonter à un dashboard et ainsi de suite. Donc, il y a toujours cette question de ce que je veux, est-ce que ça peut résoudre mes problèmes? Est-ce que j'ai assez de data aussi? Parce qu'il faut beaucoup de données pour que ces systèmes-là fonctionnent. Moi, aujourd'hui, je connais beaucoup de choses parce que j'ai lu beaucoup de livres. Et ben, les machines, c'est pareil. La machine, c'est un enfant et il faut lui donner beaucoup d'informations pour savoir. Mais si je lui ai appris à reconnaître des humains et que je lui ai jamais appris à reconnaître une trottinette, il ne saura jamais que c'est une trottinette. Donc, il faut que je lui apprenne une trottinette. Et une fois qu'il sait ça, peut-être qu'il confondra, peut-être qu'un vélo sera une trottinette. Non, non, bah, du coup, je vais lui apprendre ce qu'est un vélo. Mais du coup, pour tout ça, à chaque fois, il faut autant de données partout pour bien le connaître. Donc, il faut savoir est-ce qu'on a assez de données au sein de notre entreprise ou qu'on peut collecter de manière légale aussi ces informations-là. Et après, comment je le déploie? Est-ce que c'est juste à titre interne? Est-ce que c'est pour déployer à plus grande échelle? Est-ce que je suis ce qu'on appelle on-premise, ça veut dire en local, fermé dans l'Internet complètement en termes de sécurité et même d'utilisation? Ou est-ce que j'ai besoin d'être partout dans le monde et du coup, je dois être déployé en cloud? Sachant qu'aujourd'hui, les questions aussi qu'il faut se poser, et ça encore une fois, c'est parce que je pense que je suis membre du RSE, c'est l'impact énergétique. Aujourd'hui, on parle énormément de green tech et la French Tech peut en parler puisqu'il y a ces sujets, ces problématiques aussi qui sont évoquées. C'est est-ce que si je travaille en cloud, j'ai assez optimisé mes logiciels pour pas consommer énormément d'énergie? Est-ce que je peux optimiser? Est-ce que je dois analyser en continu ou juste à certains moments? Et c'est là où nous, parce qu'on est principalement dans le temps réel, c'est-à-dire que les logiciels qu'on a faits font en sorte que s'ils détectent quelque chose, je le sais immédiatement. Mais il y a des cas d'utilisation où on peut optimiser la puissance de calcul, donc en fait l'énergie nécessaire dont on a besoin, et le calculer plus tard, ce qu'on appelle a posteriori. C'est comme si aujourd'hui, vous travaillez sur tableau Excel, vous avez besoin que ça fonctionne tout de suite, donc vous tapez vos formules, vous avez un résultat tout de suite. Mais parfois, on n'a pas besoin de résultats tout de suite. Il y a du temps de collecte de données, on a besoin de synthétiser et avoir un résultat dans une semaine. Et ben, la puissance qu'on va demander à notre ordinateur ou au cloud ou peu importe ne sera pas la même. Donc, c'est aussi ces réflexions d'optimisation, d'utilisation et de déploiement auxquelles il faut se poser. Voilà à peu près, j'ai essayé d'être un peu synthétique, de parler de plein de sujets, à la fois des questions qu'on peut avoir, comment ça peut se passer en cas d'utilisation. Maxime? Bah, merci beaucoup, c'était super intéressant. Et je vous propose maintenant qu'on passe à la session de questions-réponses. Donc il y a déjà quelques questions qui sont arrivées. N'hésitez pas à les poser, c'est le moment. On a 10 à 15 minutes. Et je vais commencer par les premières. Alors, une question de Valentin. Selon toi, quel est l'avenir de l'intelligence artificielle? C'est une bonne question. Quel est Plutôt un peu l'avenir de large. l'intelligence artificielle? On pourrait de manière globale dire quel est l'avenir de l'humanité, quel est l'avenir de l'informatique. Elle est très difficile cette question. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que de plus en plus dans les écoles sont enseignés la data science. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, ce sont nos nouveaux outils. Avant, on apprenait à avoir des choses un peu plus, je vais dire, simples, parce qu'on est sur des sujets très complexes aujourd'hui, mais on a appris à chaque fois dans notre contexte, dans notre dans notre ère, pardon. Je pense que l'IA a un très bel avenir et je pense que c'est des sujets qui vont venir énormément et de plus en plus. Vous voyez, on parle de Web3 aujourd'hui, donc le nouveau Internet, et c'est juste l'utilisation des blockchains, des crypto-monnaies. On voit qu'il y a des nouveaux profils qui arrivent dans ce genre de cas. Dans l'informatique, il y a de plus en plus de data scientists maintenant, de plus en plus de data engineers,
de plus en plus de docteurs qui sont dans l'intelligence artificielle. Même chez nous, on a des gens qui viennent des neurosciences, de la robotique, enfin de plein de choses différentes. C'est l'enrichissement en fait de tous ces profils et qui permettent, je pense, à nous aujourd'hui de nous poser des meilleures questions et de voir comment on peut résoudre pas mal de nos problématiques. Parce que le sujet de l'humanité, c'est toujours de résoudre un problème et d'optimiser notre confort. Et aujourd'hui, l'IA, oui, peut nous aider énormément. On voit que c'est utilisé pour les déchets dans les océans, pour essayer d'arrêter un peu et d'optimiser même l'agriculture. Enfin, il y a beaucoup de sujets, donc il y a un très bel avenir. Il faut juste que ce soit bien fait. Merci beaucoup. On a une question de Flore qui nous dit, voilà, mon entreprise est assez jeune. Par quoi je commence si je veux intégrer l'intelligence artificielle dans ma stratégie? Alors là, ce serait un débat à avoir avec la personne. Ok, J'aimerais savoir du coup, c'est quoi le type d'entreprise et encore une fois, un peu comme j'ai dit, quel secteur de l'IA? Parce que si oui. c'est une entreprise qui vise dans la robotique, ce sera différent. Est-ce qu'elle est en vision par ordinateur? Est-ce qu'elle est en big data? Est-ce qu'elle est dans d'autres domaines? Je pourrais en citer plein. Je pense que c'est surtout la question de qu'est-ce qu'on veut avoir. Il faut toujours se demander c'est quoi le résultat que je veux avoir et c'est quoi les différents chemins que je peux utiliser. Parce qu'il y aura peut-être différents IA à mettre en place. Et aujourd'hui, je pense il y a comme là avec la French Tech, je pense que c'est là où il y a des bons débats à avoir avec les personnes qui y sont intégrées. Mais aujourd'hui, on peut avoir beaucoup d'outils qui existent, qui intègrent déjà de l'IA. Donc, sans devoir repenser quelque chose, si ça se trouve, il y a peut-être déjà des choses qui peuvent y répondre. Alors pareil, je ne vais pas lister, je ne vais pas donner des noms d'entreprises comme ça, mais c'est une question très difficile. Il y aura un vrai débat à avoir. Je dirais bien avec plaisir parce que j'adore parler, mais effectivement, il faudrait en parler en direct. Et je suppose que ta réponse sera la même pour la question d'Abdelkader qui demande quels outils utiliser pour l'intelligence artificielle. Là encore, je suppose que ça dépend du type d'intelligence artificielle et du secteur. Alors, Ou est-ce qu'il y a des outils globaux? il y a le mot outil dans la question, du coup, ça m'amène plus en tant que développeur. Est-ce que c'est ça? Parce que si c'est ça, il y a beaucoup de choses qui existent, pareil. J'invite même les gens à aller sur le site du MIT ou d'autres. Il y a beaucoup de webinaires qui existent ou de cours qui sont donnés justement dans ces grandes écoles sur l'IA. Il y a beaucoup de logiciels qui existent aujourd'hui qui l'intègrent. Il y a même de l'IA maintenant qui est intégré pour aider à faire le code. C'est-à-dire qu'il y a tellement de codes, de lignes de code qui ont été faits dans le monde que des grandes entreprises ont collecté tout ça pour faire des suppositions. C'est-à-dire ce qu'on appelle l'autocomplétion aujourd'hui. L'IA peut dire, si tu as commencé à écrire ce code-là, c'est que tu voudrais dire ça après. Donc, ça dépend encore une fois de ce qu'on veut faire. Maintenant, les outils, ce qu'on appelle les IDE, donc les logiciels qui permettent de développer, il y en a qui sont optimisés. Ça va être surtout en termes de langage après, et ça dépend ce qu'on veut faire. Le Python, alors je vais parler, je ne sais pas l'outil s'il veut préciser ou jusqu'où on va, mais par exemple, le langage, un des langages les plus utilisés aujourd'hui reste le Python parce qu'il est très souple et quasiment ce qu'on appelle les frameworks ou tout ce qui existe. Et là, je pourrais citer les Amazon, Google, enfin tous ceux qui ont développé ces outils-là. Ces frameworks sont souvent en Python. Donc, je pense que c'est peut-être le langage en termes d'outils qu'il faut le mieux maîtriser si on veut avoir un impact et utiliser l'IA dans son entreprise. Merci beaucoup. On a une question de Thibaut. Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir beaucoup de data pour que ce soit efficace? Oui, beaucoup ne donnent pas de nombre. C'est pas un terme qui est utilisé beaucoup scientifiquement. Par contre, je vais donner un ordre d'idée. On estime aujourd'hui qu'il faut minimum, alors je vais reprendre l'exemple de je veux détecter un humain dans la rue, par exemple. On estime qu'il faut minimum 10 000 images avec des humains pour que ça commence à bien fonctionner. Donc imaginez s'il y a 60 objets différents dans une image qu'on veut apprendre à détecter, ce que ça peut générer. Il y a un des datasets les plus connus qui est utilisé dans la recherche qui s'appelle COCO. C'est des millions et des millions d'images qui sont utilisées pour reconnaître des bananes, des vélos, des humains et ainsi de suite. Donc, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Quand on est dans un contexte maîtrisé, par exemple, je suis dans une industrie, mon objectif c'est de reconnaître une pièce bonne d'une pièce défectueuse, on pourra facilement
collecter de la donnée et la maîtriser et qu'elle réponde à 100% de notre besoin. Si on est dans quelque chose de beaucoup plus organique et changeant tout le temps, effectivement, on va se retrouver avec des indices de confiance qui sont plus bas et il faudra de plus en plus de données et peut-être des approches techniques différentes pour pouvoir bien gérer ces sujets-là. Merci beaucoup. On a une question de Thomas. Est-ce que tu penses qu'il ne serait pas nécessaire de réglementer pardon, l'intelligence artificielle dans la Constitution française? C'est oui, je ne sais pas la Constitution s'il faut aller jusque-là, mais en tout cas, c'est des vrais débats qui sont encore tous les jours. Nous, on aide énormément, et quand je parlais de la CNIL, parce qu'on commence par la donnée avant d'avoir les réglementations, puis après il y a des propositions, des réglementations, soit il y a des décrets qui sont ajoutés à des lois, enfin, et ainsi de suite. On ne va pas refaire tout le fonctionnement politique, mais il faut en tout cas que ce soit cadré, comme tout ce qu'on fait. Encore une fois, on est dans un domaine où les chiffres sont énormes, on est des milliards d'humains. Dans tous les cas, il faut un cadre. Il faut savoir comment on l'utilise et il faut savoir éthiquement, parce qu'en plus, l'éthique, enfin, les lois, elles sont éthiques dans un contexte donné d'un pays, parce que du coup, l'éthique ne sera pas la même dans un autre pays, ce qui est un peu horrible, les lois ne seront pas la même. Si je compare avec la Chine, par exemple, et on reparlait de reconnaissance faciale tout à l'heure, c'est normal pour eux. Enfin, c'est normal, tout le monde ne l'accepte pas, mais c'est normal dans leur utilisation du quotidien. Et ils vont même encore plus loin. En Europe, c'est nous qui cadrons le plus les choses. On est les plus relous du monde en termes de loi, mais pour le coup, on est la référence ultime dans le monde aussi. C'est-à-dire que très souvent, l'Europe, quand elle décide de quelque chose en termes de réglementation, il y a un impact fort sur le reste du monde. J'espère avoir à peu près répondu à la question. Merci beaucoup. Et c'est la dernière pour l'instant, peut-être que d'autres vont arriver, mais on a une question de Peggy qui nous dit bonjour à vous. Est-il nécessaire de maîtriser l'UX pour l'intelligence artificielle? Oh, ça, j'aime beaucoup cette question. Oui, oui, complètement. Pourquoi? Parce qu'on parle encore une fois d'humain. L'expérience utilisateur, elle va de les gens qui vont vivre le fait d'être analysés à les gens qui utilisent. Donc, il faut avoir une vraie connaissance des utilisateurs et du fonctionnement. L'UX, et j'ai fait beaucoup de design dans ma vie à ce niveau-là, c'est une des choses les plus importantes. Ben, il y en a plein qui sont au même niveau, mais il faut tout prendre au même niveau. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire juste j'intègre de l'IA et puis voilà ce qui se passe. Ça n'aura pas de sens pour beaucoup de gens. Quand je disais qu'on a fait du service, nous, avec notre entreprise au début, et ce qu'on en a sorti aujourd'hui, c'est parce que le service nous a permis de faire beaucoup d'UX, de comprendre les utilisateurs, de les questionner. Mais pourquoi, dans quel contexte, vous ne pouvez pas? Ah, à cause de ça, ok. Et dans tel, ok, bah, venez, on essaye, on va faire un pilote dans ce contexte. Est-ce que ça fonctionne? Non, bah, venez, on le reteste. Et de le challenger et d'en ressortir des datas, parce qu'il y a toujours des datas qui en sont sorties de l'UX, et comment on l'optimise et les choix qu'on fait derrière. Donc oui. Merci beaucoup. On n'a pas d'autres questions. On va peut-être attendre 15 secondes au cas où il y en a une dernière. Moi, j'en ai une pour Dame. Ce sera pas, enfin, juste si tu peux nous parler un peu plus de où vous en êtes au niveau 22, nous parler un peu de ton équipe et quels sont les gros sujets pour vous sur la suite. Est-ce que c'est plutôt des collabs avec des villes? Est-ce que c'est plutôt du développement? Enfin voilà, tu peux savoir. Euh, c'est vrai qu'il y a des informations que je n'ai pas données de l'entreprise au début, parce que j'étais dans le sujet tout de suite. On est à peu près 70 personnes dans l'entreprise. On a au moins 80% de gens techniques chez nous, donc ingénieurs ou docteurs. Nos sujets, parce que bon, on reparle d'IA forcément, hein, on a toujours de la R&D qui fonctionne chez nous parce que les moteurs vont de ce qu'on appelle les détecteurs. Donc, détecter, c'est cibler, reconnaître quelque chose à un endroit dans une image. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les trackers, c'est d'être capable de savoir est-ce que l'image que je vois juste après, c'est le même objet que je vois dessus, ce qui permet de comprendre, par exemple, on pourrait parler du X, mais comprendre justement des comportements, si on veut analyser du trafic routier, par exemple, ou de l'optimisation de voirie. Et dans toutes les problématiques qu'on a après, il y a les sujets de data. Comme on a dit, il faut beaucoup de données, mais il y a des sujets de comment je collecte la donnée. C'est très compliqué aujourd'hui de collecter de la donnée dans des bonnes conditions. Du coup, on travaille nous aussi en R&D sur de la donnée de synthèse. C'est-à-dire qu'on génère synthétiquement, donc en 3D, de la fausse donnée
au plus proche du réel, dans les contextes réels, pour augmenter et enrichir encore plus nos bases. Donc ça, c'est des gros sujets qu'on a chez nous et qu'on utilise au quotidien. On travaille toujours avec les villes, on travaille toujours avec les entreprises privées. Nous, notre objectif, c'est pas de cibler juste un secteur, puisque comme je le disais tout à l'heure, nous, notre objectif, c'est d'apporter des solutions qui permettent de déployer l'IA, d'où notre logiciel Core. Et après, on fait, quoi qu'il arrive, des modèles, donc on fait des réseaux qui sont capables de reconnaître, puisque après, on aide aussi, dans certains cas, à aider, comme je disais, que ce soit les aéroports, les villes ou certaines entreprises privées, à bien détecter ce qu'ils veulent. Donc, on les aide aussi à ce moment-là. Et après, on est à Puteaux, à La Défense. On recrute toujours. Donc, si vous voulez aller voir sur notre site internet, on a plein de postes ouverts à plein de niveaux. On est une équipe super cool et jeune. On est des passionnés chez nous. Donc, c'est vraiment, vraiment agréable. Même, alors, je dis ça, je sais que je suis cofondateur, donc je vais forcément dire du bien, mais on a vraiment une bonne équipe. Et notre force chez nous, je pense, c'est le partage de connaissances. Comme on vient des gens où on a une approche humaine très poussée, on a une analyse des neurosciences, on a une analyse de l'IA, donc on se rapproche des réseaux de neurones, donc du comportement humain ou de l'UX. Nous, on est toujours dans ce vecteur en interne où on a en interne notre R&D qui va dire voilà les sujets de recherche sur lesquels on travaille, voilà comment on fonctionne. Et on a toujours des groupes d'échange chez nous. On est en open space, tout le monde va voir tout le monde travaille avec tout le monde, donc c'est vraiment génial de pouvoir avancer dans ce genre d'entreprise. On n'essaye pas de calquer les modèles américains, hein, mais d'être ouvert et de pouvoir justement changer les choses. Je parlais de comité éthique tout à l'heure. Le comité éthique, il y a des gens de notre entreprise qui sont dedans et on fait des choix tous ensemble. C'est-à-dire que je vais reprendre le cas de la reconnaissance faciale de tout à l'heure parce que c'est des vrais sujets de débat d'aujourd'hui. Ça passe en comité éthique chez nous pour savoir si on veut y aller ou pas. On se pose toujours des questions. Il y a beaucoup de choses qu'on ne fait pas parce qu'éthiquement, on trouve qu'il n'y a pas de valeur. Alors, il y a peut-être des valeurs pour d'autres personnes, mais éthiquement, dans nous, notre vision des choses, il y a des choses qu'on refuse de faire parce qu'on a cette valeur. Donc, c'est venez travailler avec nous. Venez, n'hésitez pas aussi à venir parler avec nous, que ce soit sur les réseaux sociaux. On essaye de toujours répondre. Toutes les questions techniques qui nous sont posées sur les réseaux, on essaye de toujours y répondre avec Roman chez nous qui est en charge de ça. On essaie de communiquer un maximum parce que, et c'est drôle un peu parce qu'il y a beaucoup de questions où on voit que c'est l'acculturation. Et je reprends la question qui était est-ce que l'IA a un avenir? Oui, mais il faut acculturer, il faut avoir la connaissance. Le plus gros défaut de chez nous, c'est de ne pas avoir la connaissance. Quand on n'a pas la connaissance, on a peur, on appréhende et on utilise mal les solutions. Donc, l'objectif, c'est toujours de communiquer et de bien comprendre. On a une dernière question, je pense, pour clôturer cette session de questions-réponses, de Thomas. Est-ce que 22 a des plans pour aller à l'international, pardon? Oui, complètement. On adore la France, mais on aime beaucoup voyager. On a la chance déjà de travailler en Allemagne et en Espagne. On a un pied aux États-Unis avec des clients. C'est déjà pas mal. On n'a pas encore de bureau avec des équipes entières qui sont dans les autres pays, mais c'est justement ce qu'on essaye de valoriser et de voir où est-ce que, encore une fois, où sont les connaissances. Parce que si je prends une ville comme Montréal, qui est un berceau de l'IA aujourd'hui, parce que les gens qui ont travaillé sur le deep learning j'ai oublié le nom de l'université, je vais retrouver McGill, je crois, de mémoire, est très poussé là-dedans. Tous les GAFA ou les gros labos qui existent sont là-bas. Je ne vais pas parler de la Silicon Valley, hein, parce que tout le monde connaît. En Chine, ils sont très avancés aussi. Il y a plein de pays en Europe qui ont justement des gros labos. On a envie de travailler. Nous, on s'approche et on échange avec l'INRIA, avec le CEA. On n'a pas de barrière. Et l'IA ne doit pas avoir de barrière. Même les outils qu'on utilise aujourd'hui, c'est comme si on se posait la question, tiens, ma voiture, je la fais qu'en France et elle n'ira jamais dans un autre pays. Si on peut avoir un impact positif et on travaille avec des entreprises qui sont dans tous les pays, oui, on s'internationalise. Je dis beaucoup de choses pour répondre à une question, je suis désolé. Hein. En tout cas, les participants ont l'air vraiment intéressés. Et comme disait Dame, si vous avez des questions supplémentaires,
Je pense qu'à la fois Charlotte et Dame seront ouverts pour vous répondre. Et donc, on arrive à la fin de ce webinaire. Ce dernier sera bien sûr disponible en replay. Merci beaucoup Dame et Charlotte. Je vous invite à rester jusqu'à la fin afin de répondre au sondage, au questionnaire de satisfaction. Ça nous aide beaucoup pour qu'on s'améliore. On se retrouve en décembre pour de nouveaux webinaires, notamment sur la gestion du temps, Amazon Ads et la soutenabilité. Et je laisse le mot de la fin à Charlotte. Merci Maxime. Bah, déjà, un grand merci pour l'organisation de ce webinaire. Merci à tous les participants. J'espère que ça vous a intéressé. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça passionnant. Et effectivement, pour refaire un lien avec la Culture 22, en fait, c'est vraiment une boîte qui est profondément humaine et c'est un peu pour ça qu'on est venu les chercher parce qu'on s'est dit que voilà, c'était le format qui convenait bien et que c'est important d'avoir des boîtes sur l'IA qui peut paraître un peu nébuleux et un petit peu compliqué d'accès. Donc, c'est trop cool. Bravo pour votre culture d'entreprise et pour ce que vous faites et puis pour la communauté aussi de boîtes que vous animez. C'était un plaisir de t'écouter, Dame. Sur la Paris AI Week, du coup, j'ai envoyé à Maxime les petits liens pour que vous puissiez regarder un peu les événements qui ont été labellisés. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter soit sur LinkedIn, sinon j'enverrai mon mail. Et puis, on a un petit lien d'adhésion si vous souhaitez rejoindre la communauté French Tech Grand Paris. Ce sera avec grand plaisir pour vous voir arborer le coq rouge de la French Tech. Merci à vous pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'échanger avec tout le monde. Et merci à toutes les personnes qui ont participé du coup au webinaire et aux questions. J'espère avoir répondu clairement et que ça a pu avoir un impact positif pour tout le monde sur la connaissance. Merci beaucoup à tous. Bonne journée. Merci. Au revoir.